pour donner et revenir sur la première partie du cours ou le premier moment de ce cours. Il s'agira de voir la structure spatio-temporelle du vivant africain. La question de la maladie qui intervient dans ce vivant et bien sûr les raisons de la maladie qui sont aussi interprétées donc au sein donc de ces sociétés qui sont propres à l'être africain. Pour aborder la question de la structure spatio-temporelle, il faudrait dire tout de suite que l'être africain est un être totalement extraverti, ouvert sur un monde qui le dépasse. En réalité, son inscription est dans une cosmogonie dont il pense qu'il en a la provenance, si on peut ainsi dire même la matérialisation. Provenance parce que tout simplement dans la pensée africaine, tout individu arrive par un monde invisible. Son point de départ est dans l'invisible parce que dans l'invisible résident les êtres incréés bien évidemment, mais les êtres primordiaux. Cet espace qui est habité par les êtres primordiaux est aussi scandé par un temps primordial, un temps dit initial pourrait-on dire, duquel procèdent tous les êtres. Donc, ce qu'il faut noter ici, c'est que toute personne vient d'ailleurs. Donc, il y a un lointain invisible qui pose déjà la question de l'appartenance de chaque individu à un autre monde. Nous appartenons à un autre monde. Et le fait d'exister dans ce monde ici est une matérialisation de notre temporalisation, de notre temporalité initiale. Donc nous sommes des êtres temporalisés parce que le temps primordial est un temps diachronique. C'est un temps qui ne peut pas se scander de manière chronologique puisqu'il ne peut seulement que être aperçu par notre temps réel. L'espace que nous, en tant que vivants, occupons aussi est l'espace qui nous est donné, pourrait-on dire, à partir de l'espace primordial. Autour donc de cet espace s'inscrivent tous les êtres visibles, qui sont donc des matérialisations acceptées par le monde invisible. En d'autres termes, notre propos ici sera précisément de voir que l'espace-temps primordiaux sont des catégories indépassables dans la pensée africaine de la personne humaine. Donc, ce qui nous amène naturellement à comprendre, ou en tout cas à tenter de comprendre, ce que veut dire personne humaine en Afrique. La personne humaine arrive au monde de telle façon qu'il est toujours considéré comme l'expression de la volonté de ceux qui habitent dans le monde invisible. En d'autres termes, quand une personne naît, c'est parce que le monde des êtres invisibles ou des forces surnaturelles a agréé, n'est-ce pas, sa survenue au monde. Comment cela se passe de manière concrète? La naissance d'un individu, pourrait-on dire tout de suite, n'est pas seulement corrélée à la volonté de ses géniteurs. La naissance d'un individu est corrélée certes à cette dimension biologique, mais aussi à une autre dimension métabiologique. Cette dimension métabiologique doit être renvoyée, se réfère précisément aux êtres existants dans ce monde invisible et qui donnent autorisation
ou qui permettent tout simplement la survenue à travers les pères géniteurs d'un autre être. En général, la personne qui survient au monde vient toujours représenter donc un être ou plusieurs êtres du monde invisible. C'est pour dire que quand on aborde la notion de personne en Afrique noire, dans la pensée africaine noire, il faut déjà s'inscrire d'emblée dans cette double appartenance. Appartenance au monde d'ici-bas, d'ici, et appartenance au monde de là-bas. Le monde du là-bas étant référé au monde invisible des forces surnaturelles qui président à sa survenue dans le monde d'ici. Et dans ce monde-ci, il est aussi en charge des autres qui l'ont précédé, c'est-à-dire des vivants existants qui l'ont précédé, notamment ses pères, ses parents biologiques, et je dirais alors sa famille lignagère, tous les descendants. Si on prend au sérieux cette notion double de la personne humaine, nous comprendrons tout de suite que son existence va se dérouler aussi sous deux angles différents, à savoir qu'il aura en charge tout individu africain noir de répondre aux attentes du monde de là-bas et de répondre à celles du monde d'ici. Et en général, il s'agira plus précisément de comprendre que c'est le monde de là-bas qui décrit sa destinée dans le monde ici. Cette double appartenance va aussi donc avoir une influence, vous vous en doutez, sur la maladie. Qu'en est-il précisément? La maladie va aussi d'emblée, à partir et en raison de l'appartenance de l'individu aux deux mondes, la maladie va aussi avoir deux caractéristiques bien distinctes. La maladie va avoir une dimension immanente, un caractère immanent, et elle va aussi avoir un caractère transcendant. Qu'est-ce à dire rapidement, puisque nous indiquons ici les grands moments de ce cours? Pour l'immanence de la maladie, il s'agira pour nous donc de comprendre que la maladie survient sur un individu, qu'elle a une manière d'être au sein de l'individu, dans son corps, dans son esprit, qu'elle se manifeste à travers des symptômes visibles, qu'on peut alors donc essayer de s'en occuper de manière purement et simplement humaine. Nous intitulons cela la maladie sous contrôle des humains. Maladie sous contrôle des humains, pour dire simplement que l'apparition d'une maladie implique d'emblée la responsabilité d'une communauté, celle-là dont procède le malade. L'appartenance à sa communauté implique effectivement une responsabilité de cette dernière à son égard en cas de maladie. Et dans l'élucidation et la prise en charge de cette maladie, la communauté d'appartenance donc du malade a aussi en son sein une répartition de rôles et de responsabilités à l'égard de toute maladie qui survient. Et la déclinaison de ces responsabilités diverses est tout à fait codifiée au sein de la société, et il appartient, avant même que le malade, si vous voulez, ne prenne en charge sa propre maladie, comme ce qui peut être le cas en Europe, il y a la prise en charge primordiale, dès le premier plan, par d'autres personnes que le malade lui-même de sa propre maladie.
Cela pose des questions bien évidemment de l'autonomie, de la responsabilité du malade, ce que nous pouvons voir généralement en Europe, qui pose d'abord le principe que celui qui est malade, c'est le malade. Mais en réalité, ici, il faut aller au-delà de la personne malade. Il s'agira de le penser comme quelque chose qui échoue à sa communauté, donc que cette communauté est tout aussi responsable de sa maladie que lui-même. C'est ce qui expliquera notre effort de comprendre les niveaux de responsabilité qui interviendront dans l'élucidation et la prise en charge de la maladie. Nous vérifierons au fur et à mesure les personnes qui interviennent dans la prise en charge. Nous vérifierons le rôle du père de famille, par exemple. Nous vérifierons le rôle de celui dont on parle en termes de guérisseur. Et nous vérifierons également le rôle du devin. Il s'agit tout de suite donc de faire la différence pour nous entre le concept de devin, son rôle au sein de la société traditionnelle, et les notions comme charlatan, marabout. Cela n'implique pas, ces deux dernières notions ne sont pas impliquées dans notre analyse parce que nous les pensons comme étant des apports assez étrangers à la pensée, je dirais, traditionnelle qui nous occupe. Donc, rapidement, il faudrait voir que la maladie part donc de la cellule familiale, s'élargit au maximum au fur et à mesure qu'elle s'avère importante, pour finir dans la précaution ou à travers la précaution que et déploieront le devin et le guérisseur. Leur rôle, bien sûr, dans notre cours, aura une place primordiale. L'autre dimension, la seconde dimension concernant la maladie, est de la considérer sous l'angle de la transcendance. C'est-à-dire que autant l'individu provenait donc du monde de là-bas et donc d'un monde d'ici, autant la maladie conserve cette dimension à la fois immanente et transcendante. Pour ce qui est donc de la transcendance de la maladie, il s'agira de comprendre que la maladie est aussi en partie sous contrôle de ce qu'on pourrait dire les ancêtres. En d'autres termes, pour nous, la dimension transcendante est référée à une volonté qui sera exprimée par les ancêtres à travers la maladie. Ça voudrait dire que ce monde habité par les ancêtres a quelque chose à voir avec notre monde. Ce quelque chose à voir signifie précisément que l'expérience ou la présence d'une maladie voudrait invoquer, ou en tout cas évoquer leur présence, souvent d'ailleurs une présence qui voudrait aussi être une interpellation de la communauté d'appartenance du malade. Il s'agira là précisément de comprendre que l'individu malade n'est qu'un indicateur de quelque chose, d'un rappel à l'ordre qui est fait par les ancêtres, les habitants donc du monde de là-bas. C'est pour cette raison que la maladie ne peut pas être seulement traitée quand on abordera sa prise en charge. Elle ne peut pas seulement être traitée sous l'angle de soins qu'on prodiguerait aux malades sans coup férir. Il faudrait aussi s'occuper de soigner les ancêtres, parce que c'est à travers la maladie donc de cette personne appartenant à la communauté, il s'agira aussi de comprendre que les ancêtres ont besoin aussi d'un certain traitement. Donc, il va falloir aussi s'occuper des ancêtres, tout comme on s'occupera du malade. Mais s'occuper donc du malade comme des ancêtres signifierait, au préalable, qu'on a compris les raisons de la maladie.
En abordant les raisons de la maladie, nous voudrions comprendre sa dimension d'irrationalité à travers la causalité. Bien évidemment, il est assez pour nous spectaculaire, extraordinaire, dirait-on, de penser qu'une cause pourrait être irrationnelle. Parce qu'en réalité, quand nous mettons le principe de causalité en jeu, il nous paraît tout à fait normal de comprendre que telle cause produit tel effet sous les mêmes conditions. Ici, notre propos sera différent, en tout cas nous tenterons de le faire, pour démontrer que les causalités peuvent être totalement irrationnelles et que ce n'est pas parce que telle chose est manifeste que sa cause peut être effectivement révélée comme telle. Donc, cette déviation du principe, ou cette usurpation, si vous voulez, donc de la rationalité dans la causalité, donc qui devient une irrationalité, voudrait donc permettre donc pour nous d'élucider la question du sort, la question du Dieu, la question de la défiance, toutes sortes donc de choses qui pourraient être à l'origine, ou en tout cas être interprétées comme telles, à l'origine de la maladie. Cette dimension vient apporter une force à la présence du monde de là-bas, au sein donc de la communauté, précisément au sein de la personne malade. Cela n'enlève en rien la force ou l'impératif, de vérifier et de chercher donc les causes ou les raisons objectives de la maladie. Mais ces raisons objectives ne suffiront pas à elles seules pour la prise en charge donc du malade, c'est-à-dire l'entrée en soins du malade. Il faudrait alors tenir à la fois compte de ces raisons dites irrationnelles et aussi donc de ces raisons rationnelles. Donc, c'est pour cette double appartenance des raisons correspond précisément à la double appartenance de l'individu, comme de sa maladie.